Donc, on peut prendre par exemple ça. Imaginons comme vous tenez les clés 4, 7, la clé 4, 7. Donc, Madame, oui. s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez reprendre comment vous avez calculé l'inverse? Ah, j'ai pas dit comment on a calculé l'inverse. J'ai juste dit Non, que... moi, je n'ai pas compris, madame. Non, non, non. Pour le moment, nous n'avons pas donné de méthode de calcul de l'inverse. J'ai juste dit que A fois l'inverse de A est égal à 1, modulo n. C'est tout. Le calcul de l'inverse, Ok. comment on calcule l'inverse? On le verra plus tard. On va le voir en TD. Donc là, c'est juste, il faut savoir que A fois l'inverse de A est égal à 1. Enfin, A fois l'inverse de A modulo n. Ici, ce serait modulo 26 est égal à 1. Et on a besoin d'avoir un A inversible pour que la clé soit valide. C'est tout. En dehors de cela, on n'a pas encore vu comment on calcule l'inverse. On va voir le calcul de l'inverse en TD. Alors, il y a plusieurs manières de le faire. Moi, j'ai une manière que j'apprécie personnellement. Je vais vous enseigner deux manières différentes. Ceux qui ont fait GTR ont une autre manière qu'ils ont vue avec leur prof de sécurité. Les trois manières se valent. Les trois manières sont correctes. Je me base je vous enseignerai deux manières différentes en TD, mais vous verrez que par la suite, je n'utiliserai qu'une seule des deux manières. Ça ne vous empêche pas, vous, en tant qu'étudiant, d'utiliser n'importe laquelle des trois manières que vous connaissez. Ceux qui ont fait GTR, vous allez voir, vous avez déjà une manière que vous avez vue et les deux manières que vous allez voir avec moi. Et ceux qui n'ont pas fait GTR, vous choisirez la manière qui vous intéresse le plus parmi les deux manières que vous verrez avec moi, tout simplement. Mais pour le moment, on ne verra pas, on verra ça en TD, d'accord? Oui, je vais essayer d'aller plus lentement. Posez-moi des questions. Autant vous posez des questions, autant je ralentirai. Donc, si je prends l'exemple de f de x est égal à 4x plus 7 modulo 26, on va trouver que ça, ce n'est pas un chiffrement valide. Pourquoi? Parce que le PGCD entre 4 et 26, c'est égal à 2. 26 est divisible par 2 et 4 est divisible par 2. Et 2 est différent de 1. Donc, en fait, on va avoir deux solutions. X était x et x plus 13, qui vont toujours être chiffrés de la même manière. Donc, on ne pourra pas déchiffrer. On ne saura pas si c'est... Quand on va avoir un y, on ne saura pas si c'est x ou si c'est x plus 13, tout simplement. Et c'est pour ça que c'est important que, comme j'ai dit dans le chiffrement linéaire, on a fk de x est égal à ax plus b modulo 26, que le PGCD entre a et le modulo, la valeur du modulo, soit égal à 1 pour que le a soit inversible et que ce soit un chiffrement valide. Sinon, ce n'est pas possible. Donc, en conclusion, l'espace des clés est maintenant K, c'est les couples AB tels que ce couple-là appartient à Z26 croix Z26. Et dans le PGCD de A et 26, c'est égal à 1. Vous savez comment on calcule les PGCD? Vous vous rappelez de ce que c'est qu'un PGCD? Oui, madame. Ok, d'accord. Parfait. Donc, dans notre cas, pour 26, les valeurs valides de A sont 1, 3, 5, 7, 11, 15,
17, 19, 21, 23 et 25. Pourquoi? Parce que tout simplement, 26 est divisible par 2 et il est divisible par 13. Ça veut dire que tous les nombres pairs vont avoir un PGCD avec 26 différent de 1 et le 13 va avoir un PGCD avec 26 différent de 1. Par contre, B peut être quelconque. Donc, le chiffrement linéaire va posséder une cardinalité de K est égale à, vous avez ici 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12, donc 12 éléments, fois le nombre d'éléments que B peut prendre, c'est 26. Donc, on a 312 clés possibles. Bien sûr que là, on va avoir une sécurité qui est meilleure que le chiffrement par décalage, mais 312 clés restent trop petits pour résister longtemps. Vous pouvez trouver les clés grâce à un programme de manière très rapide. Alors, une autre manière de calculer la taille de l'espace des clés de chiffrement linéaire, c'est en utilisant phi de n. Alors, phi de n, c'est ce qu'on a, c'est ça. La cardinalité de K, c'est n, parce que B peut avoir n possibilités, fois phi de n. Et phi de n, c'est quoi? C'est la fonction indicatrice de l'aire, qui va donner le nombre d'entiers de Zm qui sont premiers avec m. Alors, là, vous allez voir phi de n, vous allez le voir beaucoup par la suite. Donc, même si vous pouvez ne pas vous en rappeler maintenant, mais arrivé au chiffrement asymétrique, vous allez utiliser phi de n énormément. D'accord? Et donc, vous allez le revoir par la suite. Phi de n, c'est égal au produit des i est égal à 1 jusqu'à n des facteurs premiers. Ça veut dire qu'on a décomposé n en facteurs premiers. Alors, imaginons qu'on a des facteurs premiers du nombre n. Si n est égal à, finalement, les facteurs premiers, c'est p de i à la puissance ei fois p de i enfin p1 à la puissance e1 fois p2 puissance e2 et ainsi de suite. Alors, p1 à la puissance e1, e1 c'est en réalité la puissance du facteur. Si vous avez par exemple 60, 60 c'est égal à 2 à la puissance 2. Donc, i ici, ce serait 2. Okay? Donc, P de i à la puissance ei moins P de i à la puissance ei moins 1. Et on va les multiplier. Dans le cas, on va prendre deux exemples. N est égal à 26. Quand on décompose 26 en nombre premier, en facteur premier, on va avoir 2 et 13. Donc, 2 fois 13. Donc, phi de 26, c'est égal à 2. Ici, 2, c'est 2 à la puissance 1. Hein. Donc, 2 à la puissance 1 moins 2 à la puissance 1 moins 1. 1 moins 1, c'est 0. Donc, 2 à la puissance 0. Fois 13 à la puissance 1 moins 13 à la puissance 1 moins 1. Donc, ça nous donne 2 moins 1, c'est 1. Et 13 moins 1, c'est 12. 1 fois 12, ça nous donne 12. Maintenant, on va prendre un autre chiffre un peu plus grand, juste pour avoir un exemple différent. Qu'est-ce qu'on va avoir? n égale à 60. On vous dit vérifier que phi de 60 est égal à 16. Et donc, le nombre de clés possibles serait de 960. Je vous laisse 2 minutes pour faire le calcul. Prenez ça en considération.
OK. Normalement, vous avez eu le temps de travailler dessus. Donc, je vais voir. On va prendre un tableau blanc. Donc, on a 60, c'est égal à 2 au carré fois 3 à la puissance 1 fois 5. Ça veut dire que phi de 60, pardon, c'est égal à 2 au carré moins 2 à la puissance 2 moins 1, ça fait 2, fois 3 à la puissance 1 moins 3 à la puissance 0, c'est 1, fois 5 à la puissance 1 moins 5 à la puissance 0, c'est 1. Et donc, ça nous donne 2 au carré 4 moins 2, 2, 2 fois 3 moins 1, 2, donc fois 2, et encore fois 4. Ça va donner 2 fois 2, 4 fois 4, 16. Et donc, il nous reste la cardinalité de K, c'est égal à 60 fois 16, ce qui donne 960. Voilà comment on arrive à ce résultat. Madame, comment on a écrit 62 puissance 2 fois 3 fois 5? 60 divisé par 2, ça fait 30. 30 divisé par 2, ça fait 15. Ça veut dire que 60, ça va être écrit comme 2 au carré, au moins. Mais ensuite, 15, c'est quoi? C'est 15 divisé par 3. Ça nous donne 5. Donc, il reste 3 fois 5, tout simplement. Donc, c'est 2 fois 2 fois 3 fois 5. Ça donne 60. C'est la décomposition en facteur premier. Je pense, vous avez vu ça normalement, je ne sais pas si c'était au collège ou au lycée. Alors, pour les petits chiffres, il n'y a pas de problème. C'est quand on arrive à des grands chiffres où c'est plus compliqué. Mais là, on voit bien que 60 est un nombre pair. Et on voit bien que 60 est un nombre divisible par 5 et qu'il est divisible par 3. Pourquoi? Comme c'est un nombre pair puisque c'est 0. 60, il se termine par un 0. Donc, il est divisible par 2. 60 est divisible par 3 puisque 6 plus 0, c'est 6. 6 est divisible par 3, donc 60 est divisible par 3. Ensuite, 60 est divisible par 5. On sait que tous les nombres qui se terminent par soit 0, soit 5, donc 0, 5, 10, 15, 20, 25, et ainsi de suite, sont divisibles par 5. Donc voilà.
Et on va voir combien de fois on va retrouver le 2, le 3 et le 5. On va le multiplier combien de fois pour avoir 60. C'est bon? OK. Alors, pour le... Ah, oui. Attendez. Je rechange d'écran. Partager. Alors, pour l'algorithme de calcul d'inverse, généralement, on utilise l'algorithme de Clé étendu qu'on verra en TD. Donc, je ne vais pas aller en détail, on ne va pas voir ça en détail ici. On va le voir, revoir, revoir très en détail en TD. Donc, voilà. Un autre type de chiffrement, c'est le chiffrement de Wigner. Alors, les chiffrements qu'on a vus jusqu'à maintenant sont des chiffrements monoalphabétiques. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on a pour un caractère dans le texte clair, on va le chiffrer en un caractère dans le texte chiffré. Point. Maintenant, dans les systèmes polyalphabétiques, on va prendre un bloc de caractères qui va être chiffré de différentes manières. Un caractère est chiffré de différentes manières selon le bloc dans lequel il est. Grosso modo. Le chiffrement de Wigner va traiter M caractères à la fois. Avec M, c'est la taille de la clé, en fait, le nombre de caractères qu'il y a dans la clé. Pour le chiffrement, on va convertir les blocs de texte clair en résidus modulo 26 en groupe de M caractères et ajouter le mot-clé modulo 26. Pour le déchiffrement, on va faire l'inverse, on va soustraire. Alors, le nombre de mots-clés de longueur M dans le chiffrement de Wigner, c'est égal à 26 à la puissance M. Même pour M petit, la recherche exhaustive demande plus de temps que dans les chiffrements monoalphabétiques qu'on a vus jusqu'à maintenant. Alors, imaginons qu'on prenne M est égal à 5. Alors, la taille de l'espace des clés possible va être de l'ordre 26 à la puissance 5, qui est égal à ce chiffre-là. 11 881 376. Donc, on va prendre un exemple. Prenons le mot-clé USTHB. Alors, U, c'est 20, S, c'est 18, T, c'est 19, H, c'est 7 et B, c'est 1. Si on prend le mot-clé, si on prend le texte clair, il pleuvra demain. Qu'est-ce qu'on va faire? Alors, je vais juste partager le tableau blanc. Donc, USTHB, c'est égal à 20, 18, 19, 7 et 1. On a le texte clair, il pleuvra demain. On va partager ce texte clair en blocs de 5 caractères. Il pleut, UVRAD et EMAI. On va faire on va ajouter à chaque lettre
à quoi elle correspond? Ça veut dire, alors, I, c'est... I, c'est 8. L, c'est 11. P, c'est 15. L, 11. Et E, c'est 4. Donc là, c'est pour juste le premier bloc. Là, j'ai représenté I, L, P, L, E. L, P, E. Maintenant, USTHB, c'est 20. Alors, on va augmenter la taille ici. 18. 19. 7. Et 1. Qu'est-ce qu'on va faire? On va faire une addition modulo 26. 8 plus 20, ça fait 28. Alors, je vais juste faire l'addition, ensuite je vais mettre le modulo. Donc là, on va avoir un plus. Égal. 11 plus 18, ça nous donne 29. 15 plus 19, ça nous donne 34. 11 et 7, 18. Et 4 plus 1, 5. Maintenant, on va faire modulo 26. 28 modulo 26, c'est 2. 29 modulo 26, c'est 3. Donc, le reste de la division de 29 par 26, c'est 3. Le reste de la division de 34 par 26, c'est combien? 8. Le reste de la division de 18 par 26, ça reste 18. Et le reste de la division de 5 par 26, ça reste 5. Maintenant, on a le résultat. On va le transformer en lettres. Donc, on a A, c'est 0. B, c'est 1. C, c'est 2. D, c'est 3. E, 4. I, c'est 8. Alors, F, c'est 5. Et 18, alors, 15P, P, Q, R, S. C'est S. Donc, le résultat, c'est S, D, I, S, F. Et c'est ce qu'on retrouve ici pour le premier bloc, S, D, I, S, F. On va faire la même chose pour tous les autres blocs. C'est à chaque fois la même chose. Pour le déchiffrement, on va avoir donc ce bloc-là, moins USTHB, ce qui va nous donner 20 moins 2, moins 18. 18 moins 3, moins 15. 8 moins 19, moins 11. Exactement. Ensuite, 18 moins 17, moins 7, 11. Et 5 moins 1, 4. Maintenant, on va faire encore modulo 26. Pardon, 26. Hein. Pas 16. 18 modulo 26, ça veut dire qu'on va rajouter à 18 un 26. Donc, ça nous donne 8, exactement, 11, 15, 11 et 4. Et on se retombe sur ILPLE. Voilà. C'est comme ça qu'on arrive à déchiffrer
pour le chiffrement de Wigner. Hop. On reprend. C'est pas la peine de faire le chiffrement de Hill, on va pas le voir, hein. C'est pas la peine. Oublions-le. C'est un chiffrement matriciel où on va multiplier deux matrices. Point. Pour plus de détails, on va pas le faire. J'ai pas envie qu'on le fasse. Si vous voulez le voir, vous pouvez. Mais bon. Ah oui, non, mais il y a un exercice dessus en TD. Ah bah, on va devoir le faire. Tant pis. Donc, le chiffrement de Hill, qu'est-ce que c'est? C'est un chiffrement polyalphabétique comme le chiffrement de Wigner, sauf que ici, on va transformer le bloc de texte clair en un vecteur. Et on va avoir la clé qui va être une matrice. Et donc, Y est égal à X fois la matrice K. Et pour déchiffrer, X sera égal à Y fois l'inverse de la matrice K. Si on prend M est égal à 2, pour un bloc de texte clair X qui va être égal à X1, X2, donc le vecteur X1, X2, on va obtenir un bloc de texte chiffré Y est égal à Y1, Y2, où Y1 et Y2 sont obtenus par des combinaisons linéaires de X1 et X2. M, c'est la taille de la matrice. Alors, si on dit ici M est égal à 2, ça veut dire la clé va être une matrice de taille 2, matrice carrée. Hein. Où on va avoir, par exemple, Y1 est égal à 11 fois X1 plus 3X2 et Y2 est égal à 8X1 plus 7X2. Ou si on regarde sous forme matricielle, on aura Y1, Y2 est égal au vecteur X1, X2 fois la matrice Z8, 3, 7. Pour rappel, si on doit multiplier, on aurait 11x1 plus 3x2 est égal à y1 et 8x1 plus 7x2 est égal à y2. Ok. Vous savez quoi? De toute façon, il ne nous reste pas suffisamment de temps pour faire finir le chiffrement de Hill. Et il va prendre plus de temps à réexpliquer. Donc, vous savez ce qu'on va faire. On va s'arrêter là pour le cours. On reprend dans 20 minutes pour le TD. On va faire, donc il est 12h30, on reprend à 12h50 pour le TD. Et entre-temps, vous reposez, vous déjeunez, vous faites ce que vous voulez, vous êtes à la maison. Et on se retrouvera dans 20 minutes. Donc la prochaine fois, je reprends le chiffrement de Hill à partir de l'exemple et je vais réexpliquer plus en détail. D'accord? Je vous en prie. À dans 20 minutes.